Il garde tout pour lui. Ses méthodes, ses grilles d'analyse, sa façon de cadrer un problème en début de mission. Rien ne sort. Il appelle ça de la prudence et il a une raison très précise de le croire. Une raison qu'il n'a jamais formulée devant qui que ce soit parce qu'elle sonne beaucoup moins bien une fois dite à voix haute. Aujourd'hui, on va la dire et on va regarder ce qu'elle coûte à lui comme à beaucoup d'autres. Je vais te décrire une soirée. C'est une histoire de personne en particulier. C'est un travers que je croise depuis très longtemps chez des professionnels très compétents, moi y compris à une certaine époque. Et à vrai dire, je crois qu'on est tous passés par là. Mardi 18h40, il raccroche. Un prospect au téléphone qu'il suivait depuis 6 semaines vient de lui annoncer qu'il a choisi quelqu'un d'autre avec cette politesse un peu rapide qu'on utilise quand la décision est prise depuis déjà un bon moment. Il connaît le nom de celui qui a signé la mission. Il l'a même croisé 2 ou 3 fois en conférence. Techniquement, objectivement, sans se raconter d'histoire, il se sait meilleur, plus précis, plus expérimenté, plus solide sur les sujets qui comptent vraiment. Il repose son téléphone. Le bureau est silencieux. Presque tout le monde est parti. Il reste cette lumière un peu jaune de fin de journée qui rend tout un peu lourd. Alors il fait ce qu'on fait tous dans ce moment précis. Il ouvre LinkedIn et il va voir le profil de voilà, de l'autre, du concurrent. Une quarantaine de publications, une chaîne YouTube, des articles où la personne explique sa méthode, montre ses grilles d'analyse, raconte 2 missions qui se sont bien passées, une mission qui s'est mal passée, ce qu'il en a tiré, des commentaires sous chaque post, des gens qui posent des questions, lui qui répond, d'autres qui répondent à sa place. Il fait défiler tout ça pendant quelques minutes, puis allez, il clique sur son propre profil, par réflexe, sans vraiment vouloir le faire. Une photo, une vieille photo de 2019, une accroche en 3 mots, aucune publication depuis 2 ans. C'était même pas lui, c'était le partage d'un article de quelqu'un d'autre, sans commentaire. Une douzaine d'années d'expertise réelle, construite sur le terrain, dans des contextes difficiles, avec des résultats qu'il pouvait défendre devant n'importe qui. Mais pas une ligne accessible, visible, à quelqu'un qui ne l'aurait jamais rencontré personnellement. Il referme son ordinateur et se dit la phrase qui va lui coûter les 12 prochains mois, comme elle lui a coûté les 12 dernières années. Lui, il fait de la com, marketing. Moi, je fais le boulot, je fais le travail. Puis il rentre chez lui avec le sentiment très net d'avoir perdu une partie dont il ne connaissait pas vraiment les règles du jeu. Et puis, il y a une phrase qu'il n'avait jamais prononcée devant personne, et c'est pourtant elle qui pilote toutes ses décisions depuis 12 ans. Je vais te la donner dans 2 minutes, mot pour mot, tel que je l'entends, généralement en accompagnement, presque toujours à voix basse, presque toujours en fin de séance, quand la garde tombe. Quand tu l'auras entendu, tu sauras très vite si elle est aussi la tienne. Mais reprenons du début, parce que ce raisonnement a une cohérence interne parfaite et c'est exactement ce qui la rend difficile à faire partir. L'idée est que l'expertise constitue un capital, que partager cette expertise reviendrait à la diluer, que les concurrents pourraient s'en emparer et que les clients paient précisément pour ce qui n'est dit à personne d'autre qu'à eux. Pris séparément, tout ça pourrait faire sens et l'ensemble ressemble d'ailleurs beaucoup à une forme de stratégie. Mais en fait, la phrase qu'on ne dit jamais, la voici. Si je donne mon savoir, on n'aura plus besoin de moi. Prends quelques secondes avec celle-ci. Il est d'ailleurs intéressant de chercher à comprendre et de nommer d'où peut venir cette croyance qui va s'avérer très tenace chez des gens pourtant d'une grande lucidité. Elle vient d'abord de l'école, du système scolaire où pendant 20 ans on t'a évalué sur ce que tu savais et que les autres ignoraient, où le savoir était littéralement ce qui te classait et où le partager pendant un examen te faisait immédiatement sortir de la salle.
Elle vient ensuite d'une définition assez répandue de l'expert, celle de la personne qui sait ce que tu ignores. Et selon cette définition, chaque chose expliquée à autrui réduit mécaniquement l'écart entre le sachant et l'ignorant, et donc réduit la valeur. C'est mathématique, c'est rassurant d'une certaine manière, même si évidemment, on va voir dans un instant que ça ne se vérifie jamais. Enfin, cette croyance vient de quelque chose de beaucoup plus intime, présent chez beaucoup de gens que j'accompagne. Tant que la méthode reste masquée, un peu cachée, elle reste, on va dire, impressionnante. Publiée, expliquée, mise à plat avec des mots simples, on se dit qu'elle risque de paraître, elle est évidente. Bref, il est plus facile psychologiquement de laisser s'installer un certain silence autour de la méthode, un certain mystère, ou alors de la charger de mots bien compliqués pour faire illusion, et maintenir cette image d'expertise. Pendant ce temps-là, il se passe quelque chose du côté de l'acheteur, de celui qui va acheter ta prestation, quelque chose qui n'est pas toujours perçu. Un prospect a deux propositions et deux noms sur la table, et une décision à prendre avec très peu d'éléments. Le premier, la première personne a publié, le premier nom a publié, expliqué sa façon de travailler, raconté ses ratés, laissé une trace de sa pensée sur les 2 dernières années. Le second nom, n'a laissé rien de visible. Le prospect choisit évidemment le premier, systématiquement, y compris, et c'est le point qui fait le plus mal, quand les compétences du second sont objectivement supérieures. Un professionnel que personne ne peut évaluer avant de l'acheter représente un risque à porter. Un professionnel dont on a lu et compris l'approche, avec lequel on a établi, pourquoi pas, un lien virtuel, qu'on a l'impression de connaître au travers de ses écrits, au travers de ses vidéos, plus ou moins récentes, mais fréquentes, représente juste une évidence qu'on a juste à confirmer. Le pas est beaucoup plus facile à faire. Et la facture de cette différence, elle va tomber chaque trimestre. Maintenant, le fond du sujet, parce que la vraie cible, c'est une idée qui traîne partout et qui a l'air d'être du bon sens. Cette idée, c'est que la connaissance est un pouvoir, et qu'un pouvoir se conserve en le gardant, en le préservant. Je vais être clair sur ma position, parce que ce serait trop facile de faire le procès des autres. J'ai moi-même eu ce réflexe, et j'avoue qu'il revenait régulièrement, et je bataille toujours pour le dégager. En 2007, quand j'ai commencé à publier sur mon blog, la question s'est posée exactement dans ces termes. Et elle s'est reposée d'une certaine manière à chaque fois que j'ai donné, ou que j'ai imaginé une nouvelle approche, que j'ai donné un canevas, une façon de conduire un atelier de travail, que j'avais mis des mois à construire, à peaufiner ou à expérimenter sur le terrain. Cette petite voix qui te dit que tu donnes ton outil de travail, je la connais très bien. Elle est toujours là, enfuie quelque part. Mais voilà ce que 19 ans de posts, d'articles de fond ou même de publications de livres m'ont appris. Et je ne l'ai jamais vu se démentir une seule fois. Personne, je dis bien personne, n'a jamais remplacé un praticien en lisant sa méthode. Ce qui se paye, ce qu'on achète, c'est le discernement de savoir quelle approche justement sortir, à quel moment, avec quelle équipe, dans quel environnement, les ajustements à réaliser et quoi faire quand elle ne prend pas, quelles adaptations, quelles extensions créer. Cette partie-là ne se copie pas dans un article parce qu'elle n'est même pas toujours écrite. Le chemin, non, le chemin se fait bien souvent en marchant. Et il se produit l'inverse de ce que la peur annonce. Ce qui se publie devient une preuve. Elle ne diminue pas ton expertise, elle ne diminue pas l'expert que tu es, elle le rend juste vérifiable, ce qui est la seule chose qu'un acheteur cherche vraiment quand il va hésiter entre deux propositions.
Il y a une seconde perte, plus silencieuse, dont on ne parle jamais parce qu'elle ne se voit pas. En se protégeant de ses concurrents, qui, soi-disant en passant, ne s'intéressent absolument pas à tes sujets, hein. Tu te protèges aussi des clients qui t'auraient trouvé, des collaborations que tu n'as pas eues, des invitations que tu n'as jamais reçues et surtout de tous les retours qui auraient corrigé tes propres failles dans tes raisonnements. Imagine 12 ans sans contradiction extérieure. Ça laisse des traces sur une expertise et jamais, et je dis bien jamais, dans le bon sens. Alors, le savoir est très bien gardé. Personne ne sait qu'il existe et un savoir que personne ne peut voir ne travaille pour personne, à commencer par celui qui le détient. Ce qui bloque, ce n'est jamais le temps et c'est rarement le manque d'idées. C'est un frein très précis et tant qu'il n'est pas, je dirais, nommé, il va gagner systématiquement. Alors on va le nommer en 3 temps et tu peux faire ça dès ce soir. Premier temps, retrouve la dernière chose que tu as failli publier et que tu n'as pas publié. Une note écrite, un post, écrit, préparé en mode brouillon et jamais envoyé, une méthode que tu as commencé à expliquer avant de fermer finalement ton document, une conférence que tu as, allez, déclinée. Cette chose-là existe, tout le monde en a une. Deuxième temps, mets un mot sur le frein réel, sur ce qui t'empêche de rendre cette idée visible. Généralement, il y a 3 grands groupes de freins possibles, 3 grandes peurs. La peur, d'être copié, qui est celle qu'on avoue le plus volontiers parce qu'elle est d'une certaine manière assez flatteuse. Hem, la peur d'être jugé insuffisant, pas assez bon, par ceux qui sauraient mieux, qui ont une autorité. Cette peur-là, elle est beaucoup plus fréquente et beaucoup moins avouée. Enfin, la conviction que ce que tu sais est banal, que tout le monde, le sait déjà, qui est finalement très la peur, de très loin la plus répandue chez les gens d'ailleurs vraiment, vraiment compétents. Ces 3 freins ne se traitent pas de la même façon et c'est pour ça que des conseils génériques sur la visibilité ne produisent absolument rien. Troisième temps, une fois que tu as nommé cette peur, identifié ton frein, fais une première et petite publication à faible coût émotionnel et cognitif. 250, 300 mots sur une méthode que tu maîtrises déjà. En fait, tu ne risques pas grand-chose et ça ne te coûte pas grand-chose. Aucune, aucune refonte de positionnement, aucune stratégie de contenu sur 6 mois. Allez, juste 300 mots cette semaine. La grille complète de ces freins potentiels avec la progression qui va avec, on la travaille dans mon programme d'agilité personnelle. Mais là, maintenant, ce qu'on vient de voir, à mon avis, suffit largement. Ce travers, dans lequel on est tous tombés à des degrés divers, a un nom. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'une chose qui a un nom peut se travailler, peut s'améliorer. La dimension partage de l'agilité personnelle, la capacité à transmettre ce que tu sais avec ouverture et à considérer la connaissance comme un levier collectif plutôt que comme une réserve à protéger, c'est ça. Elle produit des effets très rapides parce que le coût d'entrée est ridicule comparé à ce qu'elle change. Allez, et avant de publier ton post, si tu faisais un premier pas encore plus petit, en commentaire, ici, sous cette vidéo, une seule chose, allez, bien précise, la chose que tu n'as jamais osé publier. Pas un sujet vague, un truc qui vibre fort en toi. L'écrire ici, c'est déjà l'avoir sorti une première fois. Sinon, 300 mots sur un sujet, sur une méthode que tu maîtrises, à publier cette semaine. Tu peux sortir de ce portrait cette semaine. Une seule action suffit. Une seule publication suffit.